Écoutez. Quelques notes d'une Träumerei, un titre bien germanique pour un compositeur genevois dont nous allons parler aujourd'hui, dont nous allons parler et que nous allons entendre. Tout cela grâce à vous, David Mestry. Bonjour David. Bonjour Jean-Luc. C'est la musique de Émile Jacques Dalcroze. Oui. Et nous avons beaucoup de chance, vous et moi, David. Nous avons deux invités. Oui. Un pianiste qu'on vient d'entendre dans le même exercice. La dernière fois qu'il est venu, ou une des dernières fois où il est venu dans ce studio, c'était sur ce même Bösendorfer. Oui. Et il jouait justement de la musique de compositeurs suisses. Et c'était avant l'enregistrement de cette Träumerei, qui est l'une des esquisses, des premiers opus de piano d'Émile Jacques Dalcroze, qu'il a réalisé entre-temps, et dont il vient nous parler, puisque c'est un disque qui vient de sortir. Et c'est Adalberto Riva qu'on salue. Adalberto Riva. Soyez bienvenue, Adalberto. Je suis accoudé au piano, sur lequel il va nous montrer toute cette musique de cette fin du 19e siècle, signé Jacques Dalcroze. Vous, David, à votre gauche, vous avez Adalberto Riva. Et pour ma part, à ma gauche, j'ai Jacques Tschamkarten. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Luc. Jacques Tschamkarten, vous êtes le biographe, entre autres grandes qualités et multiples, Jacques. Vous êtes le biographe d'Émile Jacques Dalcroze. Oui, j'ai travaillé sur l'œuvre musicale, puisque l'aspect du rythmicien a déjà été beaucoup étudié, beaucoup plus que le compositeur. C'est là-dessus que, disons, que j'ai travaillé. J'ai fait un catalogue de ses chansons. Et puis, j'ai loin d'avoir fini de chercher et de trouver tout ce qu'il y a sur ce compositeur, parce que c'était quelqu'un qui a énormément écrit. Prolixe, très prolixe. Extrêmement prolixe. Parce qu'on ne reconnaît plus rien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne joue plus guère de Jacques Dalcroze aujourd'hui. Bien, il y a eu un dédain de sa musique, je dirais, de concert. On a toujours vu en lui finalement le créateur des rondes enfantines. C'est ça. On avait un peu de peine à imaginer que l'auteur des Petits Nains de la Montagne ait pu écrire aussi des œuvres de musique de chambre et d'orchestre très originales. David Mestry. Jacques Tschamkarten, vous êtes aussi le gardien de ces partitions de Jacques Dalcroze, puisque vous travaillez à la bibliothèque musicale genevoise. Alors je travaille, oui, je suis responsable de la bibliothèque du Conservatoire de musique de Genève. Donc effectivement, on a le fonds le plus important se trouve à la bibliothèque de Genève. C'est là où se trouvent, je dirais, les 95% des documents manuscrits existants. Et pour les documents publiés, il y a aussi beaucoup de choses à l'Institut Jacques Dalcroze. Mais nous, en même temps que la bibliothèque musicale de Genève, on a effectivement beaucoup de choses, essentiellement des œuvres publiées. Cet opus 10 dont on a entendu un bref extrait s'appelle Skizzen. Il y a des Kobolde, des Schmetterlinge et une Träumerei. Ça fait penser beaucoup à Robert Schumann. Et ça donne, comme disait Jean-Luc, l'aspect germanique peut-être de la vie d'Émile Jacques Dalcroze, de son inspiration. Lui qui est né à Vienne. Est-ce que c'est par hasard qu'il est né là-bas en 1865? Alors, je vais essayer de répondre à vos deux questions. Donc, c'était pas un hasard. Son père était représentant en horlogerie, puisque c'était la famille, la maison de Marpiguet, je me souviens plus. Et il avait été envoyé à Vienne pour le travail, et c'est là que son fils, donc il y avait deux enfants, un frère et une sœur, et c'est là que Émile est né le 6 juillet 1865. Alors la question de l'inspiration allemande, alors effectivement il a étudié avec Bruckner plus tard et il a passé pas mal de temps en Allemagne, mais il y a une question tout à fait prosaïque aussi. Ces Skizzen ont été édités chez un éditeur qui s'appelait Fritsch, et lequel Fritsch était en fait le beau-père de Willy Rehberg. Willy Rehberg était un musicien qui était professeur au conservatoire de Genève, qui était mi-allemand, mi-suisse romand. Il était né à Morges, en fait il connaissait la plupart des compositeurs suisses romands disons de la fin du 19e siècle, et très probablement c'est lui qui a encouragé son beau-père à publier ses œuvres, parce qu'il y a plusieurs œuvres de Dalcroze, dont notamment l'opéra Gianni. Il y a des choses de Rehberg lui-même, évidemment, de Joseph Laubert, d'Auguste Werner, enfin des musiciens qui étaient actifs en Suisse romande, je dirais, dans les début des années 1890.
Adalberto Riva, vous qui jouez cette musique, l'influence de Schumann, vous la trouvez? Par exemple, dans le Nocturne, on a sous les yeux là cette partition du Nocturne. C'est une œuvre un tout petit peu plus tardive que vous allez nous montrer. Est-ce que c'est schumannien? Plutôt que schumannien, je dirais alémanique, surtout dans les œuvres de jeunesse, disons l'aspect que j'ai abordé sous la direction de Jacques, parce que ce projet de disque, il faut pas oublier que c'est sur 3 CD avec 4 pianistes et qui couvre une bonne partie qui s'étale sur plusieurs années de la production pour piano de Jacques Dalcroze. Donc, la période que j'ai abordée, c'était les œuvres de jeunesse entre fin 19e et début 20e siècle. Le Skizzen, c'est une des premières qui a été publiée. Ensuite, il y a 3 recueils de 3 œuvres publiées au début du 20e siècle, opus 44, 45 et 46. C'est de pièces assez libres. Donc, dans cet esprit de la liberté, on peut voir un lien avec Schumann, mais le langage que Jacques Dalcroze utilise est très complexe. C'est celui de la fin du 19e siècle, le style tardo-romantique, plutôt alémanique. Et après, quand il revient en Suisse, il va se tourner vers une influence française assez originale. Jacques Dalcroze, pardonnez-moi. Jacques Chamkerten, vous aviez envie de réagir? Oui, bien sûr, l'influence, on parlait de Schumann, mais aussi Gabriel Fauré. Je pense que c'est assez clair dans certaines pièces, notamment la 3e série de ces pièces pour piano, qui porte le numéro d'opus 46. Et là, on a ces glissements harmoniques qui sont assez proches de l'écriture fauréenne. Fauré, dont Jacques Dalcroze était assez proche et qu'il a fait venir à Genève, notamment. Et une pièce de Fauré, la romance pour violoncelle et piano, a été créée d'ailleurs à Genève. Et le Nocturne, c'est aussi un titre fauréen. C'est une musique fauréenne que vous allez nous montrer à Adalberto Riva? Oui, je dirais oui, parce que même dans la fin de ce petit Träumerei qu'on vient d'entendre, ce qui est génial de fois chez Dalcroze, c'est la complexité des enchaînements des accords. Parce que là, c'est toute une petite pièce, mais si je peux refaire juste la fin de ce qu'on a entendu. On est en fa dièse majeur, mais il part cet enchaînement comme ça, juste avant la résolution finale. Il s'éloigne beaucoup. C'est magnifique. On évite la banalité. Oui. Non. Et tout part d'un thème très simple. Une berceuse. Et on trouve ce mouvement de berceuse partout dans chaque mesure, mais chaque fois, Dalcroze change l'harmonie sur laquelle ce rythme se balance. Et c'est un peu la même chose qu'on va trouver dans le Nocturne et dans beaucoup de cette pièce qui était probablement aussi improvisée et après Dalcroze a réfléchi sur la structure. C'est des pièces assez libres, vraiment, dans l'esprit. Ce qui est difficile, des fois, de rendre cet esprit de liberté, de fraîcheur, malgré il s'agit de la musique écrite, est très complexe. Donc, c'est ça qui est fascinant, ce côté de Dalcroze, pianiste. On en reparle à propos du Nocturne, mais on vous écoute jouer le début de cette pièce de l'opus 45, cette fois, de Émile Jacques Dalcroze. Oui, là aussi, il y a un thème assez court. Donc, ces 2 notes de la mélodie, regardez après 2 mesures comment Dalcroze, il rajoute des voix intermédiaires et il commence à aller loin, de plus en plus loin avec les harmonies.
Là, en direct, dans ce studio de Versus, à ce Besonderfer, vous-même, Adalberto Riva, pour jouer ce nocturne. Un grand merci du jeu du direct, comme ça. De la musique très complexe, disiez-vous. C'est une musique sublime, hein? Oui, mais celle-ci, c'est une des pièces qui peuvent montrer mieux que les autres la complexité et quelle est l'approche la vision que Jacques Dalcroze a de la musique. En fait, c'est un mélange entre le principe de la variation continue, parce que vous avez entendu ces deux notes. Après, ça devient complètement autre chose. Oui. Il rajoute des voix intermédiaires. Quand il y a la reprise, c'est à la voix, en lieu du soprano, on est à la voix du milieu. Cette musique qui bouge toujours. Jacques Chamcarten. Oui, alors cette notion de mouvement est très importante, mais évidemment, l'esprit Dalcrozien est basé là-dessus. Ce qui est aussi très particulier au langage de Jacques Dalcroze, particulièrement à cette époque-là, c'est le goût des modulations, c'est-à-dire de partir dans d'autres tonalités. Souvent les modulations par enharmonie, c'est-à-dire qu'on prend des notes communes d'un accord pour glisser dans un autre ton. Et là, en plus, il y a une imagination. C'est toujours bien fait, c'est toujours harmonieux, ça fonctionne très bien, et on voit que c'est quelqu'un qui avait un sens de la ligne, un sens de la forme et un sens de la mélodie. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Oui. Oui. Il montre sa science souvent, Jacques Chamcarten. Est-ce qu'on la sent à Adalberto Riva, ou c'est dans ce nocturne là, c'était tout à fait naturel aussi? Non, moi je dirais ce qui est un trait que j'aime beaucoup de Dalcroze, c'est cette complexité mais simple. C'est de la musique qui coule un peu, malgré si on analyse, on reste vraiment frappé de la complexité, surtout harmonique, qu'on a vu aussi dans cette petite deux pages. Mais à propos de cette modulation inattendue et complexe, je voulais vous montrer une petite extrait prise dans le Capriccio Appassionato, c'est la deuxième pièce de l'opus 46, où dans la reprise, il y a ce petit passage où vraiment on part, on sait pas où, et après on revient dans la tonalité du départ avec une liberté et une souplesse vraiment remarquables. À mi majeur, pour aller de do majeur à mi majeur, il a fait des tours. Cet accord-là, par exemple. On voit qu'il cherche, peut-être il improvise, mais il y a toujours une direction, le sens de la ligne, et de jamais répéter deux fois la même chose. Toujours avec cette fraîcheur et innovation qu'on retrouve aussi dans ce que Dalcroze va créer après, c'est-à-dire ce sens de la liberté. À mon avis, c'est fondamental, et c'est le trait d'union qui peut montrer les deux facettes de la même médaille, c'est-à-dire le Dalcroze connu, le rythmicien, et le Dalcroze moins connu,
le compositeur, mais pas seulement pour cette œuvre de piano. Je ne sais pas si Jacques a quelque chose à rajouter là-dessus. Jacques Chamgarten. Oui, effectivement, c'est une œuvre qui est très grande. C'est quelqu'un, on disait de Chabrier qui jetait la musique par les fenêtres. C'est peut-être un petit peu une expression qu'on pourrait employer pour Jacques Dalcroze, parce que c'est vrai qu'il y a des pièces, à un certain moment de sa vie, plutôt à la fin, il y a un côté utilitaire, il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'il faut écrire pour une occasion particulière, pour un exercice, pour un exercice de rythmique, etc. Mais la musique est toujours là. Je veux dire, dans n'importe quelle petite pièce, vous avez le sentiment musical, et c'est pas pour rien qu'à partir d'esquisses rythmiques, c'est une série de 83 pièces écrites dans les années 1910, quelque chose comme ça, il va en tirer une suite d'orchestre. Je veux dire, il n'y a pas de différence dans son esprit entre la musique qui doit servir d'exercice ou qui est vraiment pour le concert. Alors on peut pas parler de période, mais disons que jusqu'en 1910, c'est le moment où il donne ses grandes partitions pour le concert, où il y a les opéras, les concertos, musique de chant, etc. Et après, il y a donc la parenthèse d'Ellerau, donc cet institut qui s'ouvre pour lui en Allemagne. Ça sera 4 ans, puisqu'il y a la guerre de 14 qui tombe à ce moment-là, et pour diverses raisons, il n'y retournera pas. D'un mot pour mettre en œuvre ses projets esthétiques à Ellerau. Pardon. D'un mot, vous nous expliquez Ellerau pour mettre en œuvre ses projets. Eh bien, c'était un institut qui avait été créé par un monsieur Dorn pour que Jacques Dalcroze puisse appliquer ses idées de rythmicien à la mise en scène, à la danse. Voilà. Donc c'était un espèce de creuset intellectuel où tout le monde est venu à l'époque. Donc c'est une époque courte, c'est 1911 à 1914. Et puis le retour qui s'est fait un peu brutalement, puisque en fait il est venu pour les représentations de la fête de juin en 14 et il était surpris par la guerre. Il a signé une pétition des intellectuels romans contre les destructions de la cathédrale de Reims par les troupes allemandes, et de facto on l'a considéré comme traître en Allemagne. Il n'a jamais pu retourner. Et Ellerau a vécu sa vie plus ou moins indépendante, mais ça n'a plus du tout été ce que ça avait été dans ces années-là. Alors là on a ensuite des œuvres, il y a plus de grandes partitions de concerts, il y a plus cette influence germanique qu'on va trouver alors très forte dans les 10 premières années du XXe siècle, deuxième concerto, la tragédie d'amour, etc. Et là, on a des pièces courtes avec des influences d'impressionnisme, les quintes parallèles, enfin toutes on peut dire ces acquis de la musique du début du XXe siècle, et alors un traitement du rythme et de la phrase musicale qui est tout à fait intéressant, tout à fait nouveau. David Mestry. Et Jacques Chamgarten, la musique de piano d'Émile Jacques Dalcroze, c'est tout au long de sa carrière. C'est un véritable miroir de son évolution musicale. On a les premières pièces qui doivent dater, c'est des pièces inédites, c'est encore assez maladroit comme réalisation, c'est 1884-85, et les dernières, c'est une série de pièces qui s'appelle Impression fugitive. Il les a écrites vers 1945. C'est toujours difficile parce qu'il date quasiment jamais ses manuscrits, il a très peu parlé de sa propre musique. Mais on voit d'après l'écriture, on peut recouper par des programmes de concerts, et c'est constant. Alors il y a une période justement, à la période des grandes œuvres, 1900-1910, il écrit moins pour le piano, mais tout ce qui est de 1918 à 1940, là il y a un nombre de cycles et de pièces séparées qui est impressionnant. On va écouter un des caprices qui a été enregistré par voix d'Alberto Riva, cette fois sur le disque. C'est la sixième de ses esquisses, opus 10. C'est une musique très vive.
c'est vous-même, Adalberto Riva, mais dans exemple dans ce disque qui est sorti d'œuvres pour piano de Jacques Dalcroze, et ça tombe bien, justement ici, nous sommes là pour parler et pour analyser cette œuvre largement méconnue et dont on se rend compte peu à peu de l'extrême qualité. Grâce à vous, Adalberto, grâce à vous, Jacques Schumkarten, David Mestry. Oui, 1891. Pour 1891, l'écriture de ces esquisses, donc une des pages qui était à l'époque où beaucoup de compositeurs composaient de la musique de salon. Et c'est tout de même bien plus profond à l'écoute. Mais ce sens de la musique improvisée, de la musique légère, il l'a aussi Émile Jacques Dalcroze dans beaucoup de pièces qu'il intitule Caprice, par exemple. Oui, alors l'improvisation a été quelque chose de très important, mais on connaît l'importance dans le domaine de la rythmique, puisqu'une grande partie des exercices qui sont accompagnés au piano le sont de manière improvisée. Mais il avait un don qui était très précoce, puisque je me souviens plus de la date, mais je crois que c'est au tout début des années 90, il faisait des apparitions au Chat Noir, où il chantait ses propres chansons. Et il y a un texte assez amusant de Francisque Sarcey, qui était donc un des critiques littéraires assez connus de la Belle Époque, qui dit: mais on a vu ce monsieur Dalcroze, c'est incroyable, on lui a mis un article de journal que j'avais écrit, puis il l'a improvisé, il l'a mis en chanson, etc. Et il était tout à fait capable de faire ce genre de choses. Et c'est vrai que ce côté, cette spontanéité, parce que je crois que c'est ça qui est au fond qui est flagrant dans sa musique. Eh bien, elle imprime toute sa musique écrite. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment, on peut avoir un sentiment d'improvisation. Les formes qu'il utilise sont ces formes souvent assez simples. Je veux dire, les structures, c'est une structure A, un B, et puis un retour à A avec prime, avec des modulations. Mais à l'intérieur finalement de ces grandes structures qui sont assez basiques, il y a un développement d'une imagination vraiment étonnant. Un développement comme par exemple dans cet aria que vous avez devant votre piano, Adalberto Rivas, sur le pupitre. Oui, alors là, justement, cette pièce, chaque fois que je joue cette pièce, j'ai l'impression que ce soit vraiment improvisé. C'est une forme, comme disait justement Jacques, A, B, A. Alors, je vous joue le début pour le thème. Déjà, le thème, on retrouve ce principe de la variation perpétuelle. Et à la fin, la dernière exposition du thème à la reprise, regardez la différence dans l'ampleur de l'écriture pianistique et dans la complexité des modulations. Alors, encore une fois, le thème, c'est assez simple, c'est sur 2 notes. Chaque mesure, ça change. Alors, je vais jouer la première phrase et regarder les modulations déjà ici. Reprise. Mais on a fait du chemin, hein. Et ce qui est génial, on a ces voix intermédiaires, par exemple. Qui se mélangent avec la voix du thème. Pour donner vie à un moment nouveau, et cette modulation si majeure, mi bémol, et la bémol, la tonalité de départ. On trouve encore ce caractère dansant, léger, frais, mais avec une profondeur et une science d'écriture au niveau pianistique et du développement de la forme qui est absolument génial. Donc, vous avez fait le tour du monde, presque le tour de tonalité dans 4 lignes. Et alors, si on a encore 2 minutes, je vous joue la fin, le même thème. Encore plus développé en ampleur et en complexité.
Merci Adalberto de ce nouvel exemple donné là en direct dans Versus à 10h30 pour parler de la musique de Jacques Dalcroze. David? De la belle musique, cette aria, c'est le 3e des morceaux de l'opus 46, Jacques Chamkerten. Pourquoi est-ce que c'est une œuvre qui ne s'impose pas au répertoire des pianistes? C'est la modestie de la Suisse qui fait que Jacques Dalcroze, vous citiez Chabrier tout à l'heure, n'est pas un compositeur que les pianistes jouent à l'international. Il y a toutes sortes de raisons. C'est vrai que c'est la production des compositeurs suisses est souvent mal défendu et sous-estimé en Suisse. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui sont aussi liées à l'organisation du pays. C'est qu'il n'y a pas d'organisation fêtière non plus qui est là pour défendre. Ministère de la Culture. Il y a pas ça. Donc, et puis, et particulièrement à Genève, je trouve que ça a toujours été, déjà, dans quelqu'un comme Henri Gagnebin se plaignait, et ça l'est toujours de dire, on est reconnu si on n'a pas assez, si on a eu l'imprimatur d'un grand centre étranger, mais ce qui était un peu le cas d'Émile Jacques Dalcroze finalement, puisqu'il était en oui, sax, mais pas plus comme rythmicien, comme compositeur. Et puis franchement dit, Jacques, il a été desservi. Quelle est son importance si extraordinaire dans le développement de la musique pour des milliers et des milliers de personnes par ses travaux rythmiques. Mais au niveau du concert, il a été desservi par ses propres potinats de la montagne. Oui, c'est-à-dire absolument. que après, vous pouvez pas programmer un récital. On ne soupçonne pas l'intensité de son inspiration. Là. Oui. Alors, on peut même dire qu'il s'est survécu à lui-même en tant que compositeur, parce que déjà de son vivant, on ne jouait plus ces œuvres-là. Et puis il était tellement pris par tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait au point de vue de sa méthode, enfin de l'évolution de sa méthode, qu'il avait il s'occupait pas au fond de défendre sa musique. Il y a eu aussi pendant la guerre, il a un peu endossé un rôle de grand-père de la nation par des conférences radiophoniques dont vous avez la trace ici, qui sont dans le style de l'époque. Donc ça, il y avait un côté un peu grand-papa gâteau qui aussi, on a entretenu un peu cette image-là par la suite. Donc pour pas mal de jeunes rythmiciens, pour pas mal de jeunes musiciens, c'était peut-être un petit peu le repoussoir, et ça donnait l'image du vieux grand-père, alors que c'est tout autre chose. Lui-même n'a jamais été pianiste de concert. Il a beaucoup joué en concert, mais jusque dans les années 1910. Qu'est-ce qu'il jouait? Il jouait sa propre musique? Essentiellement sa propre musique. D'accord. Oui. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1890, au moment où le répertoire baroque est absolument inconnu. Il donne une série de cycles de conférences qui s'appellent les clavecinistes avant Bach. Il joue sur le piano, mais il donne des exemples de toute cette musique en scène qu'il connaissait bien. Et il y a des articles extrêmement intéressants puisqu'il a été rédacteur en chef de la Gazette musicale de Suisse romande en 1800, aussi dans les années 1890, où il parle notamment de la comédie lyrique, parce c'est au moment où il écrit son Sancho, et on voit qu'il a une connaissance du répertoire lyrique français qui est assez impressionnante, même pour le XVIIIe siècle. Donc c'était quelqu'un qui connaissait le répertoire, qui défendait aussi ses contemporains, puisqu'il a fait pas mal de conférences, de causeries sur la musique moderne de son temps, donc qui était très lancé, qui était très apprécié de la critique internationale. Quand Sancho était donné en 1897, il y en a eu des tartines. Sancho, c'est son opéra, le deuxième de ses grands ouvrages lyriques qui a été créé. Jani est le premier, c'est celui, il y en a eu 4. Il y a Jani, Sancho, le bonhomme Jadis et les jumeaux de Bergame. Mais Sancho, c'est une œuvre énorme. Enfin, quand on voit la partition qui doit bien avoir 500 pages, l'œuvre, je crois, durait environ 4 heures. Enfin, il avait voulu essayer de faire une sorte de correspondance française de Falstaff et des Meistersinger, ce qui était une, belle entreprise. C'était assez ambitieux. Mais l'œuvre a été extrêmement bien reçue à l'époque. Mais elle n'a pas pu s'imposer pour toutes sortes de raisons. Il y a un nombre de personnages incroyables, c'est très complexe, il y a un orchestre très important, et ça n'a pas été très bien donné non plus. Le Grand Théâtre de Genève à l'époque, et son orchestre en particulier, il y avait peut-être pas les moyens techniques de pouvoir faire ça tout à fait bien. Mais quand on regarde les critiques qui étaient venues de partout, naturellement en grande partie de France, l'œuvre a été extrêmement bien reçue, et on voit en lui un compositeur qui va dire quelque chose. David Mestri. Oui, la musique de piano que vous commencez à enregistrer, donc ce sont des inédits qui paraissent dans 4 volumes. Ce sont pas des œuvres qui sont publiées, mais qui n'ont jamais été enregistrées. Au disque. Vous avez fait un choix, c'est pas une intégrale qui va être donnée à Adalberto Rivas, c'est un choix que vous avez fait par exemple de ces œuvres de jeunesse qui sortent maintenant. Oui, c'est pas un intégral, mais c'est un choix des œuvres les plus représentatives, et pour ceux qui étaient
ces trois recueils de Opus 44, 45 et 46, c'était des œuvres que Jacques Dalcroze avait écrites pour ce concert à lui. Il y a des critiques et des fois, surtout dans l'Opus 45, qui est la plus complexe, dont on a entendu le but du nocturne avant, la deuxième pièce, l'humoresque, même le journaliste qui avait assisté au concert dit oui, bon, mais franchement là, Monsieur Dalcroze a un peu dépassé. C'est la pièce la plus complexe à gérer. On voit qu'il veut exploiter, il veut essayer. Il a un peu passer la limite, mais de virtuosité, de complexité aussi, de pensée musicale. Jacques Semecartel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux manuscrits. Enfin, et on a un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale à Paris, et on voit qu'il a déjà fait passer à l'as 46 mesures. Donc, je pense qu'il était déjà conscient qu'il y en avait un peu trop, mais encore, c'est vrai qu'on a l'impression que ça vous arrive de partout. C'est très très foisonnant, et c'est le problème aussi d'un certain nombre d'œuvres. On parlait de Sancho. Les concertos de violon aussi, il y a énormément de matière, et puis il y avait peut-être parfois, et d'ailleurs c'est intéressant ce deuxième concerto de violon parce que la partition publiée propose des coupures, et puis plus tard Jacques Dalcroze a réfléchi encore sur d'autres coupures en les changeant. Donc il y avait quand même une insatisfaction par rapport à certaines de ces grandes œuvres, mais je pense que oui, il y a ce qui est très très important chez lui, même s'il y a eu à un moment donné une quête, une volonté aussi de se montrer musicien sérieux, parce qu'elle a déjà très tôt les chansons prennent le pas, et on voit qu'il veut montrer ce qu'il sait faire. Mais ce qui est important, c'est la spontanéité qui est vraiment sa marque, je dirais de pas dire de fabrique, mais enfin qui imprègne toute sa musique, et qu'on retrouve même dans ces pièces un petit peu parfois un petit peu disons pas tout à fait satisfaisantes sur le plan de la forme, mais la matière est toujours là. Oui, on peut dire que ça coule de source, comme dans cette romance qui était était née comme une marche genevoise, non? Oui, alors c'est on l'a aussi, romance, on a un manuscrit qui doit dater de 1884-85, et ça s'appelle Marche des étudiants genevois. Donc il avait fait l'université à Genève, il était très actif dans la société estudiantine Belles Lettres. C'est probablement pour une manifestation de cette société que ça a été écrit. Et il en reprend le motif complètement changé, c'est-à-dire que ça devient un thème très très sentimental, alors que c'est dans la version originale une marche, quoi. Et ça, c'est une constante de sa production, c'est-à-dire qu'il va repêcher des thèmes, des fragments, des éléments thématiques très très fréquemment, et réinjecte ça dans des œuvres nouvelles. C'est vraiment une constante de son travail de compositeur. Cette romance, elle est sur votre lutrin d'Alberto Rivard. On vous écoute dans Versus.
Un immense merci à Adalberto Riva de jouer là le jeu du direct dans Versus. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme vous qui ont à la fois le geste et la parole et qui acceptent cette prise de risque comme un cadeau que vous nous faites. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est la seule façon pour rendre justice à cette musique méconnue, injustement méconnue, parce que même dans cette petite pièce, il y a une richesse, une liberté, une maîtrise de la forme et de l'écriture pianistique absolument remarquable. Et c'est de la belle musique. De la très belle musique, un titre qui fait penser encore une fois à la musique légère pour piano qu'on pouvait composer en 1895. Jacques Dalcroze a 30 ans et Jacques Jamskarten, il y glisse tout ce qu'il sait de sciences musicales. On est à l'aube du XXe siècle. Oui, je pense pas qu'il y ait une volonté d'étaler sa science là pour le coup, alors que ça pourra être le cas dans des partitions ultérieures. Mais encore une fois, ce qui frappe, c'est l'invention de tout ça, la manière dont il arrive à comment dire, à faire des choses très inattendues finalement avec des moyens qui sont assez classiques, mais il y a vraiment on est toujours en éveil, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a jamais de passage plat en fait. C'est ça qui est vraiment, je trouve, remarquable dans cette musique. Et on va se quitter sur un autre extrait de ce disque que vous faites paraître d'Adalberto Riva, qui est la dernière plage, qui s'appelle Polka en harmonique. Alors là, la science fait partie du titre, au même titre d'ailleurs que la légèreté de cette fin de siècle. Oui, ce mélange, Jacques. Et la virtuosité aussi. Oui, parce que, oui, c'est une pièce extrêmement difficile à jouer. Alors, c'est amusant, c'est une pièce qui a été écrite, au fond, c'est un hommage à Henri Gauthier-Villars, mieux connu sous le nom de Willy, qui était aussi un critique. Enfin, c'était un des personnages de la vie intellectuelle parisienne de la belle époque. Et Willy était justement un de ceux qui avait une chronique musicale très amusante dans lequel il introduisait les calembours les plus inavouables. C'est le mari de Colette. Le mari de Colette, puisque c'est sous son nom qu'ont été publiés les premiers volumes des Claudines, alors que c'était Colette qui les avait écrits. Et Willy avait fait un excellent article sur le Sancho, qui avait été joué à Genève. Et c'est probablement en remerciement que Jacques Dalcroze a écrit cette pièce. Alors, elle est jouée la première fois à Genève sous le nom de Propos de concierge. Ensuite, elle est donnée à Paris sous le nom de Propos d'ouvreuse, puisque Willy signait ses chroniques musicales sous le nom de l'ouvreuse du Cirque d'été. Le Cirque d'été, c'était là où avait eu les concerts l'amoureux. Alors c'est une pièce effectivement en forme de polka et qui utilise un système de modulation que Jacques Dalcroze affectionne particulièrement, c'est les modulations par enharmonie, c'est-à-dire partir des notes communes d'un accord pour aller se balader dans différentes tonalités. Et là on a vraiment l'impression qu'on a presque le mal de mer tellement ça module tout le temps. Alors il y a un côté exercice de style bien sûr, mais il faut dire que l'exercice est très réussi. C'est aussi le côté blagueur que pouvait avoir Jacques Dalcroze, puisqu'on raconte que c'était quelqu'un qui était capable de faire des blagues incroyables. Et là, on a à la fois cette science et puis encore une fois la spontanéité, l'invention. Écoutons ça. Merci beaucoup.
Ah oui, il y a de quoi faire, effectivement, dans cette œuvre d'Émile Jacques Dalcroze, Conante della Sous-Vaudois, d'Alberto Maria Riva, au gré de ce disque. L'opus 47 d'Émile Jacques Dalcroze, polka en harmonique, et on comprend effectivement qu'on passe un peu par toutes les vagues possibles de l'harmonie à d'Alberto. Oui, déjà le déchiffrage de cette pièce, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Après, il faut se souvenir, et après, il faut jouer vite et léger et avec beaucoup d'esprit. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment une pièce, je crois, la plus complexe de cette œuvre de jeunesse, mais encore une fois, c'est génial comme il arrive à garder cet esprit de fraîcheur, malgré la complexité de l'écriture pianistique et musicale. On voit qu'il était un excellent pianiste. Oui, Jacques Chamcartan, je retiens le terme d'Adalberto, homme d'esprit, ça lui va assez bien, Émile Jacques Dalcroze, je trouve. Oui, tout à fait, oui. C'était pas, comment dire, un grand esprit intellectuel, c'est vraiment... C'est difficile à le dépeindre. Il y avait une grande honnêteté, il y avait. Alors il y avait une grande probité, une grande honnêteté, et puis il y avait l'amour de ses semblables en fait. Je crois qu'il y a la volonté d'aller directement au but et d'aider par la musique, et ça c'est très clair parce que au fond la rythmique, c'est la constatation que ces étudiants, enfin ces élèves étaient des manches et qu'ils avaient aucune espèce d'association disons du mouvement du corps par rapport à leur jeu instrumental, et c'est là-dessus qu'il a essayé de travailler. Puis ça l'a amené à toutes sortes de découvertes. Mais ça on le voit aussi dans ces pièces. C'est tellement physique. C'est écrit, mais il faut le traduire en un geste physique, sinon c'est raté. Vous n'avez pas de connexion. David. Merci beaucoup Adalberto Riva, Jacques Chamcartan d'être venu être. On peut peut-être juste dire que ce projet donc a été fait en partenariat avec l'édition de ces disques, donc chez Toccata Classique, ça a été fait en partenariat avec la RTS, ça c'était le premier de la série. Le deuxième est en train de sortir, un troisième avec un autre pianiste, donc des œuvres des années 20, et un troisième va sortir probablement cet été avec des œuvres plus directement inspirées par la danse. Sous l'égide, il faut remercier aussi les associations partenaires l'association des amis Jacques Dalcroze, la fondation Jacques Dalcroze, et la famille, la fondation, et l'Harmonia Helvetica qui se sont réunis pour ce projet. Harmonia Helvetica, qui est une association à laquelle vous participez tous les deux et qui organise d'ailleurs un concert d'autres musiques genevoises tout bientôt. Adalberto, on peut vous écouter dans les deux concertos irlandais et suisses de Caroline Boissier-Buttigny. Là, on est bien avant Jacques Dalcroze, mais c'est aussi à Genève, avec aussi des pages de Rossini et Mendelssohn. Ce sera à la Chaux du Milieu, dans le canton de Neuchâtel, dimanche 12 mai, qu'on peut vous réentendre au clavier. Ouais, c'est une réédition d'un concert qu'on a fait à Genève au mois de mars. Dont on a parlé ici, effectivement. Oui. Alors, pour ceux qui habitent là-bas et qui ont envie de découvrir de nouvelles choses, on vous attend avec plaisir. Merci de l'invitation. Adalberto Riva, Jacques Chamcartan, David Mestri, un grand merci.